Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire cet après-midi, de retour de vacances ou de veille de vacances pour certains. Pour ma part, ça va être veille de vacances. Claude aussi, pas loin. On est ravis de vous voir cet après-midi pour discuter avec vous et vous présenter l'assistant de paramétrage, nouvelle sortie d'assistant de paramétrage sur la solution TED-Esquire pour le traitement de la facture client. Donc, l'objectif de cet assistant de paramétrage, c'est comment maîtriser la mise en œuvre des flux sortants avec TED-Esquire. Comme d'habitude, j'appuie sur le bouton. Donc, sur ce webinaire, règles du jeu, comme d'habitude, les micros sont coupés pour tout le monde. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire à l'issue de l'événement et vous pourrez poser vos questions. Vous avez en haut, alors c'est les nouvelles versions de GoToWebinar, donc j'espère que tous vous arrivez à trouver vos repères, mais vous avez normalement en haut à droite de l'écran des espaces pour poser les questions, les chats, etc., comme on avait l'habitude d'avoir sur nos anciennes consoles. Il va falloir qu'on apprenne à apprivoiser celle-là. Au programme, cet après-midi, on va refaire un tour rapide, parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la base et le socle de l'offre Flowa et de l'offre TED et Esquire notamment. On parlera également de l'assistant de paramétrage d'une manière générale, c'est quoi l'enjeu autour de l'assistant de paramétrage dans l'offre TED-Esquire et plus particulièrement ensuite sur le sujet de la facture client et du déploiement de la facture client. Et on terminera avec Claude, coucou Claude, par une démonstration et un échange questions-réponses par rapport à vos contextes de déploiement et les enjeux que vous rencontrez aujourd'hui. Très rapidement, je ne vais pas représenter dans le détail qui est Floa. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que notamment sur la partie offre, aujourd'hui, on a deux grandes offres sur lesquelles on travaille majoritairement, qui sont nos plateformes de dématérialisation, donc avec TED, toujours sur un périmètre complet de traitement des documents de l'entreprise, que ce soit le bulletin, la signature électronique et tout le cycle facture fournisseur et facture client. L'autre sujet sur lequel aujourd'hui on travaille aussi majoritairement, c'est le sujet IO et connecteurs avec des offres plus particulièrement destinées aux intégrateurs comme un framework de développement pour vous permettre d'industrialiser le déploiement des connecteurs. C'est d'ailleurs un sujet qu'on verra prochainement ensemble sur un prochain webinaire. Plus précisément sur l'offre TED-Esquire, on voulait reprendre un moment là avec Claude pour rebalayer quel est le périmètre de cette offre-là et quelle est sa construction. Depuis 2022, on travaille avec Esquire, qui est leader mondial sur le sujet de la facture électronique, qui traite de la facture électronique depuis 40 ans. Ils sont basés à Lyon et ils ont un périmètre fonctionnel. Ils sont réputés en fait pour la profondeur fonctionnelle de leur solution. Aujourd'hui, on a intégré avec Esquire, on a packagé en fait l'offre Esquire, qui est une offre qui est plutôt grand compte, pour en faire une offre plus accessible PME, ETI, qui couvre tout le scope de la facture fournisseur, facture client, que vous allez voir cet après-midi pour la partie assistante de paramétrage, les demandes d'achat et prochainement la gestion des contrats fournisseurs. Qu'est-ce qu'on amène, nous, Floa, TED, comme valeur ajoutée sur cette offre-là? On amène deux choses essentielles. La première chose, c'est la connexion avec les ERP. Et je vous disais tout à l'heure qu'on travaillait sur une plateforme IO qui permet d'industrialiser les connecteurs. C'est sur ce service-là qu'on s'appuie pour pouvoir proposer une connexion rapide entre le RP et la solution Esquire. Cet enjeu-là de connexion avec l'ERP, ça pèse entre 20 et 30% d'un projet de démat. Donc c'est quelque chose d'assez important dans un projet de démat. Et le deuxième point, valeur ajoutée que l'on apporte nous sur le service Esquire, eh bien c'est ces assistants de paramétrage. Au lieu d'aller travailler dans le détail des paramètres d'une solution comme Esquire qui est extrêmement paramétrable et dans laquelle on peut faire du développement très très avancé, tout ça a été facilité au travers d'écrans et de questions
fonctionnels, simples, que vous pouvez poser à vos clients et qui permettent d'instancier un service Esquire prêt à l'emploi pour vos clients dans un délai record. Voilà pour le panorama de l'offre avant de rentrer un petit peu plus dans le détail. Pourquoi c'était important pour nous de proposer en fait un assistant de paramétrage dans ce dispositif? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était essentiel et quand on voit le timing de la RFE, je pense qu'on vit tous un petit peu la même chose en ce moment. C'est essentiel d'être capable d'accélérer les projets. Il faut qu'on puisse aller beaucoup plus vite et délivrer beaucoup plus vite les projets de démat et de conformité RFE. Il y a énormément de travail en amont à faire au niveau de la qualité de la data. Il faut que le travail en aval soit le plus efficace possible. Et comment on le fait? On le fait parce qu'on propose un guide pas à pas, parce qu'on propose cette connexion ERP facilitée, ça j'en ai déjà parlé, parce qu'on propose aussi quelque chose qui est à la fois accessible au profil consultant, mais pas que, qui peut aussi être délégué aux clients. On a des clients finaux aujourd'hui qui sont capables, après avoir fait un premier paramétrage de société accompagné par leurs partenaires, de déployer en autonomie les autres sociétés de leur groupe, par exemple. Et tout ce qui va être aussi industrialisation des déploiements multi-sociétés. Donc, c'est des bénéfices et des avantages aussi bien pour les intégrateurs, puisque tout ça va permettre d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement et de focaliser en fait le temps que vous passez sur la qualité de la donnée. Et parallèlement à ça, pour le client final, c'est aussi un gros avantage parce que ça donne de la lisibilité, de la compréhension de ce qui est en train de se jouer en termes de paramétrage. La possibilité aussi d'aller modifier un paramétrage beaucoup plus facilement puisque on va pas aller fouiller dans des centaines de paramètres, mais on va aller chercher plutôt modifier la réponse à une question qui a été posée dans l'assistant et donner, comme je le disais, un petit peu plus d'autonomie à vos clients et pourquoi pas leur donner la main pour qu'ils puissent eux-mêmes déployer certaines de leurs sociétés. C'est cet assistant qui permet aujourd'hui de sortir un projet qui habituellement sortait en plus de 20 jours. Là, on est capable de le déployer en moins de 5 jours. Si je donne un exemple, par exemple, sur des projets Sage 100, on déploie aujourd'hui un projet en 2 à 3 jours avec la formation des utilisateurs incluse. Ces assistants de paramétrage, ils s'inscrivent dans un pilier. Notre stratégie produit s'appuie sur 4 piliers. Ça va être un standard le plus sécurisé possible. Ça va être de l'industrialisation. Ça va être comment gérer et accompagner nos partenaires dans la gestion des cas complexes et comment proposer en fait de la valeur sur le long terme à nos partenaires et leur permettre de générer en fait du cross-sell, proposer des évolutions à leurs clients. Donc ça s'inscrit, cet assistant de paramétrage, dans le deuxième pilier, le pilier de l'industrialisation. On a déjà en fait au catalogue assistant facture fournisseur et la première version de l'assistant de la facture client. Et on va aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est ce qui va se passer prochainement sur le pilier 2 de l'industrialisation. C'est ce que vous allez voir cet après-midi, l'assistant facture client pour la version française et prochainement l'international. La prochaine étape ensuite, ça va être d'augmenter cet assistant pour ajouter la capacité de créer des utilisateurs et des groupes directement depuis l'assistant. Donc, on va petit à petit s'affranchir des paramétrages qui doivent être encore refaits côté Esquire pour les faciliter et les intégrer dans le parcours de déploiement standard. Et la prochaine étape ensuite, ça va être d'ajouter l'assistant de paramétrage pour la demande d'achat. Et tout ça se fait en maintenant et en faisant des mises à jour en continu des paramètres et des nouveaux paramètres, parce que vous savez que TEDSCARE, c'est une solution qui évolue énormément, qui évolue très très vite. Donc on doit maintenir en fait nos assistants de paramétrage à jour et garder le lien avec les évolutions que l'on produit au fil de l'eau. Je vais maintenant laisser la parole à Claude qui va entrer dans le concret de ce qu'est cet assistant pour la facture client. Je te laisse la parole, Claude. Merci Claire et bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, du coup, hop, attention, on change d'écran, c'est le mien. Regardez, c'est magique. Alors, pour étayer tous les propos de Claire, je vous propose effectivement de détailler les 4 étapes qui vont servir à déployer un projet
TED-Esquerre en lien avec 7G100. Alors pourquoi 7G100? Parce que c'est effectivement, on a plus l'habitude de travailler avec ça. Sachez qu'avec X3, c'est d'ores et déjà opérationnel dans le même contexte. D'accord? Les autres ERP vont arriver d'ici peu. Alors, cet assistant de paramétrage nous permet aujourd'hui d'accéder effectivement à ces fameuses 4 étapes qui vont être pilotées et qui permettent, du fait de leur automatisation, de simplifier le déploiement. D'accord? Tous les traitements qui vont être opérés tout au long des étapes, au moins les étapes 1 et 2, qui sont des étapes, j'allais dire techniques, dans le sens où elles consistent à préparer, d'accord, la plateforme Esker pour recevoir les données en provenance d'une ou plusieurs sociétés. Donc là, en l'occurrence, l'étape 1 au sein de TED permet de créer le compte Esker et de préparer l'environnement Esker. L'étape 2, quant à elle, elle va consister à intégrer au sein d'Esker un certain nombre de packages pour lesquels nous avons, nous, modifié le comportement d'Esker. Donc Esker est une solution hautement paramétrable et l'idée qui nous guide depuis le début, c'est de proposer une solution standard qui s'adresse à un certain nombre de RP, donc 6 en l'occurrence. C'est de proposer effectivement une richesse fonctionnelle identique pour tous les ERP, d'accord, en tenant compte évidemment des spécificités de chacun de ces ERP. Pour cela, on a dû amender le fonctionnement d'Esker par la modification d'un certain nombre de packages. C'est le sens de cette étape 2, hein, au-delà d'avoir l'étape 1 prépare le nid, d'accord, et on va aménager ce fameux nid au sein d'Esker pour recevoir ensuite les connexions. Donc l'étape 2, c'est de l'intégration de packages, d'accord, qui sont pour certains d'entre nous nos packages. L'étape 3 va consister maintenant à connecter le RP. Donc là, on est dans une solution sur 7G100 qui est une solution on-premise, c'est-à-dire que la solution, elle est hébergée sur un serveur, alors y compris sur SPC, d'accord, en fonctionnement sur un serveur propre, un serveur hébergé chez un prestataire ou sur SPC qui est proposé par Sage, eh bien, on va installer un connecteur. Ce connecteur, il va avoir pour vocation effectivement d'établir une connexion sécurisée entre le serveur pardon, qui stocke les données de l'ERP et les objets métiers et Esker. Donc pour cela, on établit un lien dynamique, synchrone, sécurisé entre le connecteur et Esker. Les échanges de données entre Esker et l'ERP, vous remarquerez, ne passent jamais par TED. C'est-à-dire qu'on n'est pas un relais de l'information, c'est bien une donnée qui est échangée entre le connecteur et Esker qui est proposée. Ensuite, hein, l'étape 4, finalement, c'est celle qu'on attend tous, hein, puisque les étapes au préalable sont un peu les étapes techniques. Hein. 1 et 2, alors là, c'est purement du temps machine qui va être sollicité. L'étape 3, ben, on va connecter une ou plusieurs sociétés, hein, ce qui est tout à fait possible, et pourquoi pas plusieurs ERP, puisqu'au sein d'une plateforme Esker, on pourra connecter plusieurs ERP. On pourrait faire cohabiter du 7X3, du 7G100, pourquoi pas, il n'y a aucun souci, hein, puisque côté facture fournisseur, on a déjà ces contextes-là où j'ai des clients qui fonctionnent aussi bien avec du 100, du 1000 que du X3, tout ça pour un même environnement SCAR. Donc, multi-ERP. Alors après, multi-société, évidemment, si c'est le cas pour certains de nos clients. Donc, l'étape 4 consiste à guider le consultant en lien ou non avec le client. Ça, c'est à voir un petit peu les méthodes qui sont mises en œuvre auprès de chacun de nos partenaires. Comment je déploie la solution? Là, l'idée, c'est je prépare, d'accord, je réponds à des questions et j'organise la société pour qu'elle soit opérationnelle. Ensuite, ces données, comment sont-elles récupérées? Typiquement, dans le contexte de la facture client, on a notre fameux 7G100, le connecteur qui va être relié à la solution Esker. On le voit bien ici. Alors, je crois que je peux même faire des petits dessins, mais je ne vais pas m'y lancer cet après-midi. On a un flux sécurisé entre le connecteur et Esker. L'engrenage qui est ici, c'est pour symboliser nos packages à nous, c'est-à-dire que le flux arrive dans nos packages dans Esker. L'idée, c'est d'alimenter un fichier pivot. Ce fichier pivot au sein d'Esker, il recense en fait un certain nombre de champs, un peu plus de 250 champs. Ces champs, ils ont pour vocation d'être utilisés ou pas en fonction de la destination de la facture. Si on envoie une facture par courrier ou par email, on n'a pas les mêmes besoins de données.
si j'envoie des factures par courrier, il me faut une adresse. Si j'envoie une facture par email, il me faut une adresse email. Si j'envoie sur Chorus Pro, eh bien, je vais avoir 2 données complémentaires. Donc l'idée, c'est d'alimenter ce fichier SUPI, d'accord, à partir des données qui sont stockées dans l'ERP. Il arrive parfois que ces données qui sont stockées dans l'ERP, finalement, ne sont pas correctes. Enfin, c'est pas qu'elles ne soient pas correctement identifiées, mais qu'elles nécessitent une transformation. Pourquoi? Parce que soit la destination l'impose, d'accord? Hein, je vais vous parler ici de la plateforme qui s'appelle SDI pour l'Italie, où j'ai des contraintes au niveau des modes de règlement. C'est-à-dire que dans Sage, on met un mode de règlement par chèque. Je crois que c'est 20 ou 30, je ne sais plus lequel c'est dans la norme. Eh bien, l'Italie, c'est pas du tout ça. Donc, on va utiliser une table de correspondance au sein d'Esker. Hein. Donc, on a une donnée en entrée qui est véhiculée par notre connecteur. Cette donnée, elle va être mise en correspondance avec une donnée de destination qui est stockée dans une table pour ensuite être alimentée, pour alimenter le champ du fichier pivot. Hein. SUPI étant le terme Esker. C'est le fichier SUPI, c'est le fichier qui a été donné par Esker. Donc ça, c'est la première façon de transformer la donnée pour alimenter ce fichier SUPI. Autre contexte, je veux envoyer les factures sur Chorus Pro et on doit stocker pour certains clients destinataires de l'administration fiscale, de l'administration publique, pas fiscale, un code d'engagement, enfin un engagement juridique et un code service. Suivant le paramétrage qui a été fait dans l'ERP source, peut-être que cette info, elle est stockée dans la fiche du client, peut-être qu'elle est stockée dans l'entête de la facture. Donc, j'ai des destinations différentes. Et bien là, on va utiliser notre mécanique qui est la notion de mapping. Je vais faire du mapping, c'est-à-dire qu'une donnée qui est extraite de l'ERP, je vais la mapper pour aller alimenter le fameux fichier SUPI pour alimenter le bon champ qui s'appelle engagement juridique ou code service. Donc, on voit bien par ces mécaniques, on propose, nous, une extraction standard des données de l'ERP. Le montant TTC, il n'y a pas 50 endroits où le trouver. D'accord? Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de sujet. Donc, on prend la donnée dans cette JSON, dans l'ERP source, pardon, et on va la déposer dans le bon champ du fichier SUPI. Pour d'autres, ben, on va être en capacité d'ajuster, soit par la table de correspondance pour caler à une norme liée à la destination de la facture, soit faire du mapping ben, pour désigner finalement un aiguillage particulier d'une donnée. Alors, j'ai volontairement ici, vous voyez, on a l'email, le courrier et Chorus Pro. Donc, c'est aujourd'hui le contexte d'aujourd'hui, mais on pourrait effectivement avoir aussi un contexte qui serait sur la RFE France, PayPal Belgique, SDI Italie et d'autres formats EDI. Donc, c'est important que vous compreniez bien que ce fichier SUPI, ce fichier pivot, d'accord, c'est l'enjeu majeur d'un déploiement de projet en lien avec une distribution sous la forme EDI de flux. Hein, on a déjà expérimenté, hein, vous savez que la Belgique a déjà mis en œuvre son système de démat depuis le 1er janvier. Eh bien, on a pu expérimenter déjà les sujets. On sait déjà à quoi s'attendre sur la RFE France. L'enjeu majeur, c'est ce mapping, c'est ce fichier pivot qu'il faudra alimenter. Donc, c'est le mapping qui est aussi la clé du sujet. Et nous, on va vous mettre à disposition des outils pour vous simplifier ce traitement qui, pour l'avoir expérimenté, effectivement, n'est pas très simple. D'accord? Il faut être assez résilient et puis voilà, on marche par étapes. Donc nous, on est là pour vous accompagner et dans tous les cas, les solutions qu'on vous propose sont là pour vous accompagner. J'espère que pour tout le monde, c'est très clair. Des données sources hein, que l'on va transmettre dans Esker via notre connecteur. Elles vont être transformées pour certaines via la table de correspondance, soit le mapping pour alimenter ce fichier SUPI qui va être lui utilisé par Esker pour produire un fichier PDF par un envoi par mail, un courrier pour être mis sous la forme d'une enveloppe et remise au facteur, et bien évidemment sur Chorus Pro qui est un transfert EDI tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, cet assistant, évidemment, de paramétrage, cette fameuse étape 4, elle est là pour simplifier grandement le process de déploiement. D'accord? Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est pas le sujet, on aurait perdu notre enjeu. Donc là, on a vraiment cette capacité à pouvoir simplifier le déploiement.
Les cas spécifiques, parce qu'on va pouvoir trouver des cas spécifiques, on en a des cas spécifiques, donc globalement, nous, on va les prendre en charge, d'accord? Il faudra voir comment, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire qu'un cas spécifique? Dans le cas du déploiement de la Belgique, ben, on a découvert effectivement qu'il y avait un certain nombre de règles qui étaient posées dans la norme EN 16931, ben voilà, qu'on a dû ajuster. Donc là, c'est notre enjeu, c'est de notre responsabilité que de vous mettre à disposition, voilà, des éléments qui soient fiables et opérationnel. Je vous propose, je crois que, ah oui, alors j'en ai fini, voilà mon petit schéma qui s'alimente, donc c'est bon, on a fait tout ça. Voilà. Je vous propose de regarder avec moi, d'accord, de travailler sur un exemple concret, d'accord, pour l'envoi de nos factures. C'est ceci. Hop là. Alors, où j'en suis? Non, pardon, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter. Donc, je suis sur ma plateforme TED, d'accord? Donc je souhaite déployer, une société et je vais effectivement opérer, ma connexion qui me garantit effectivement un accès à l'interface TED avec l'onglet Order to Cash et on retrouve ici même les 4, pardon, les 4 étapes, hein, que je viens d'évoquer sous la forme d'un schéma. L'étape 1, bah, on crée le compte sur Esker, donc c'est la préparation du compte sur Esker. L'étape 2, j'alimente avec des packages tout ce qui va être de notre conception. D'accord? L'étape 3, c'est la connexion. Je connecte ma plateforme TED à un certain nombre de RP. D'accord? Donc là, en l'occurrence, voilà tous les ERP auxquels on peut se connecter. D'accord? Alors aujourd'hui, sur la partie facture client, donc on est sur la partie 7G100 et X3. OK? Donc les autres sont en cours de finalisation. Et on pourrait effectivement renseigner un certain nombre d'autres connexions à d'autres ERP. Donc, 1, 2, 3, ça y est, c'est fait. On est prêt maintenant à engager l'étape 4 qui consiste quant à elle à configurer les sociétés. La configuration de ces sociétés, hein, elle revient ici, donc elle est déjà publiée, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir modifier et on va passer les différentes phases, les différentes pages liées aux questions. Donc, notre assistant de paramétrage se décline en deux grandes parties. La première partie des paramètres société que l'on retrouve ici. Donc, en gros, 4 pages de questions qui concernent la société que nous sommes en train de déployer. Et ensuite, on a les options de traitement qui, quant à elles, s'établissent sur 5 pages, qui organisent en fait des données qui seraient communes à plusieurs sociétés. Si j'ai 10 sociétés qui sont dans la même activité, qui ont les mêmes modes de fonctionnement, qui sont paramétrés à l'identique dans l'ERP, pourquoi refaire les options de traitement pour toutes les sociétés? Donc l'idée, on va faire les étapes 1 à 4, enfin, pardon, les 4 premières pages qui sont liées aux paramètres société, elles vont être établies pour chacune de ces sociétés, donc il faudra le renouveler 4 fois. Et les options de traitement, il suffira de le faire une fois et d'appliquer aux sociétés, aux autres sociétés, ces options de traitement, encore une fois, pour faciliter hein, et ralentir et augmenter pardon, le déploiement. Donc le code société, le nom de la société, le nom d'affichage, la raison sociale, tout ça, ce sont des données qui sont nécessaires et pour être visible dans Esker pour la lisibilité. Et le nom d'affichage, c'est lorsqu'on envoie une facture par email, c'est savoir qui c'est qui porte, d'accord, qui c'est qui est l'expéditeur de l'email, voilà. Et on retrouve ici la raison sociale qui est la raison sociale qui a été enregistrée auprès des organes administratifs officiels. Le sirène, le numéro de TVA, la devise, la notion de groupe, hein, puisque Esker fonctionne par système de confidentialité, hein, donc on est rattaché cette société à un groupe d'utilisateurs. Donc voilà la première page. Allez, je vais essayer de faciliter, de ralentir. Pour ceux qui sont concernés par les RFE, il est tout à fait possible, dès aujourd'hui, hein, donc avril 2026, de mettre en œuvre la facturation électronique. France, d'accord? Cette activation s'accompagne, d'ailleurs on le voit bien, si on ne l'active pas, ben, les Belges pour le coup ne sont pas du tout concernés, ne l'ont pas activé. Donc là en l'occurrence, nous Français, si nous faisons des échanges avec des clients français, on peut le mettre en avance de phase, la facturation électronique. On peut désigner effectivement un niveau de conformité. On peut demander à Esker de dire, ben, au regard des données qui sont dans mon ERP, est-ce que je pourrais être conforme dès maintenant? Et donc, éventuellement, afficher des erreurs de conformité. L'afficher des erreurs de conformité facilite la prise en compte de modifications
qui vont être opérés dans le RP en prévision de cette date butoir qui pour certains sera en septembre 2026, pour d'autres en 2027. Donc en avance de phase, je peux demander à Esker de faire un travail de contrôle et de validation des données qui sont portées dans le RP. Quel est le format des factures qui vont être sorties? Donc, on a plusieurs formats, UBL, C2I ou FactureX. Très bien, nous, on est FactureX. Quel est le profil des données extended ou basic WL? Tout ça, c'est de la terminologie en lien avec une qualité de la donnée, d'accord? Ou du moins pas une qualité, une quantité de données, pardon, pas de qualité. L'étape suivante, quant à elle, permet de désigner le PDF qui est. Le PDF, il est où? Le PDF qui va être joint lors de mon envoi, il est où? Soit il est dans le RP, typiquement 7G100, il est dans le file stream. Tiens, il peut être produit par Esker, c'est-à-dire que dans Esker, on peut avoir, nous, on extrait des données brutes, on extrait des champs. Eh bien, dans Esker, on peut désigner un état crystal report qui, lui, va se charger de dessiner l'état. Ou alors, on peut dire, le PDF, il est ailleurs, je l'ai stocké sur un serveur de données, ben, je vais le désigner, je vais avoir une stratégie de nommage pour que Esker, quand on extrait de l'ERP le flux, ben, je aille chercher le PDF associé. D'accord? Bon, récupération des données. Dans le cas d'une mise en œuvre d'une plateforme de démo, on a la QA. Est-ce que j'ai un ou plusieurs modèles d'email? Bah oui, quand j'envoie des emails, peut-être que j'ai pas la même terminologie, suivant que j'envoie un grossiste, un détaillant en particulier. Si en plus il parle pas français ou s'il est étranger, bah, je peux avoir tout ça. Donc là, on va désigner en fait une stratégie pour organiser l'utilisation de modèles d'email en particulier. On va aussi pouvoir choisir les contacts adressés. Bah oui, quand j'envoie des factures par email, quel contact j'adresse? Vers quel contact j'adresse le flux? Donc là, alors, nous aussi, on a pris une stratégie par défaut. D'accord? 7G100 a une stratégie par défaut que je pourrais vous présenter. Ce n'est pas le sujet de l'après-midi. Mais on pourrait amender cette stratégie, dire non, non, non. Moi, ma stratégie, je veux qu'elle soit différente. Et là, pour le coup, on va utiliser le mapping. Pour rappeler ce fameux mapping là, ben là pour le coup, moi, je vais tout simplement désigner, je vais dire ici que l'email que je vais chercher, c'est l'email des contacts qui sont rattachés au service, à la fonction RFE. D'accord? Dans l'onglet contact, j'ai un certain nombre de services et j'utilise ce service pour adresser l'email. Voilà, j'ai amendé la mécanique habituelle d'extraction des emails. L'étape suivante, ah tiens, on a fini les 4 premières pages de la société. Nous voilà maintenant dans les options de traitement. Ces options de traitement, oui, je les ai appelées comme ça. Je pourrais avoir, je sais pas, si j'ai une activité hôtellerie, je pourrais l'appeler l'hôtellerie, le transport, j'en sais rien, en fonction de l'activité des différentes sociétés pour éviter justement de passer ces 5 pages pour toutes les sociétés. D'accord? Voilà. Alors, l'enjeu majeur, d'accord, réside dans ce fameux mapping. D'accord? Je vous propose un exemple concret en lien avec Chorus Pro, parce que c'est peut-être celui qui nous parle le plus. D'accord, hein, je pourrais vous positionner avec la RFE. Bon, Chorus Pro, l'avantage, c'est qu'il est tout à fait, on va le percevoir. Au sein de mon dossier 7G100, qui est ici, j'ai désigné une info libre au niveau de l'antenne. Hop, 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 document des ventes, pardon, facture, d'accord, peu importe. Dans mon dossier de gestion commerciale, j'ai créé une info libre, deux infos libres, pardon, une qui s'appelle Chorus Pro Code Service, l'autre qui s'appelle Chorus Pro Engagement. J'imagine que si on fait un sondage sur 20 clients qui disent Chorus Pro, vous n'avez pas le même nommage sur les sociétés, sur les infos libres. Bon. Donc, ce qui veut donc dire que la donnée, d'accord, pour chaque dossier que l'on va déployer, elle est pas forcément au même endroit. Elle pourrait être stockée dans la fiche du client, client payeur, pourquoi pas, et pas le client facturé. Elle peut, pour certaines, le code service peut être dans le client, l'engagement peut être sur la facture. Donc, on peut avoir tous les cas possibles et inimaginables. L'enjeu du mapping, vous l'avez bien compris, c'est de dire, j'ai une donnée en entrée qui est extraite via notre connecteur. Vous vous rappelez, le connecteur, c'est le lien entre notre ERP et Esker. Donc, j'ai une donnée en entrée qui arrive et il faut bien que je la mappe vers le bon champ. Donc, l'idée, c'est de faire ce travail-là et on va le faire ensemble. Alors, je l'ai déjà fait, mais vous inquiétez pas, on va le refaire ensemble. C'est de pouvoir choisir, d'accord, quel est le champ Esker. Quel est le champ Esker du fameux SUPI? Vous vous rappelez, le SUPI, c'est le fichier pivot. Quel champ je veux alimenter? Eh bien, je veux chercher le champ ici, de la facture. Alors, regardez, on a un certain nombre de catégories. Donc, ça, c'est les catégories du fichier SUPI. Donc, c'est lié à la facture. Et je vais avoir ici, tout simplement, j'ai tapé le mot service. D'accord, hein, service. Donc, il y a toute une terminologie. Et vous allez voir que ça va bien nous aider. Code service exécutant.
Donc c'est le champ qui est nécessaire pour alimenter, d'accord? Dans le cas d'un flux Chorus Pro, il faut alimenter ce champ SUPI par l'extraction de données, d'accord? Oh là là. Maintenant, la question est de savoir de l'ERP d'où ça vient. Ah, sauf que autour de cette table-là, qui est virtuelle, il y en a qui sont sur 7G100, d'autres sur X3, d'autres sur FRP1000. Vous allez me dire, mais nous, on parle numéro du champ. Et non, parce que je vous rappelle que nous, notre connecteur universel, il renvoie des données de l'ERP qui sont pas les champs de l'ERP derrière. Alors évidemment, quelque part, ils y sont. Mais nous, j'ai oublié, on a un contrat, voilà. On a notre contrat qui renvoie des données. Donc la donnée, vous voyez, on retrouve ici, on retrouve pareil, on a essayé de structurer évidemment dans une logique, d'accord, l'entête de la facture, et on va aller chercher ici où est la donnée. Donc dans cette entête de facture, on va trouver un certain nombre de champs, d'accord, qui proviennent de notre contrat en lien avec notre connecteur, qui renvoie tous ces champs. Tous ces champs-là sont récupérés. Vous voyez, on retrouve le montant hors taxe, le montant de TVA. Tout ça, ce sont des éléments, d'accord, hein, qui sont récupérés. Alors, on ne parle pas de DO total hors taxe, le champ 700 et l'autre de X3 ou d'autres. Non, on parle d'un contrat qui va être unique. Et là, on va pouvoir utiliser en disant, mais oui, mais ma donnée, moi, c'est un champ personnalisé. C'est un champ personnalisé qui est ici, et je vais donner le nom du champ personnalisé. D'accord? C'est le champ personnalisé 7G100, d'accord? Et je reprends l'orthographe. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une faute d'orthographe, il n'y a pas de tiret. C'est le champ c'est le nom du champ qui est porté dans le RP. J'enregistre la modification et j'enregistre ici. Donc, je viens de désigner en fait le champ de l'ERP qui va alimenter le champ du SUPI. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on sait tout ça? Alors, c'est vrai que sur l'engagement et le code juridique, l'engagement et le service, pardon, eh bien, on a un peu l'habitude. Alors, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de vous aider justement, parce que vous avez vu, il y a énormément de champs. Dans Esker, on établit à peu près, il y a 300 champs alimentés dans ce fichier SUPI. Certains d'entre eux seront nécessaires pour la RFE, certains seront nécessaires pour le PayPal belge, pour d'autres seront nécessaires pour l'Italie. Eh bien, on met à disposition un assistant ici, un mapping, d'accord, un mapping sur la facture client, c'est pour vous aider, c'est pour vous accompagner dans la définition. C'est-à-dire que là, on a repris toutes les normes et en fonction de la norme que l'on souhaite adresser, donc champ à rechercher en lien avec l'UBL FR, avec l'UBL PayPal, avec l'UBL Chorus Pro ou la Factura PA pour l'Italie, eh bien, on va être en capacité d'interroger par exemple un champ, je peux taper service, hein. Je vais taper service, je vais taper service et j'ai un certain nombre de champs, voilà. Code du service exécutant. Très bien, j'ai les données, j'ai l'information sur la société, j'ai un certain nombre d'informations qui sont remontées par cette recherche globale. Je peux remonter un code erreur. Il peut y avoir aussi, hein, quand on demande la conformité ESCARE, vous vous rappelez, hein, dans l'écran précédent, j'ai pu identifier, pourquoi pas, un contrôle de conformité. Ce contrôle de conformité peut me renvoyer une erreur. Eh bien, ces erreurs, elles sont recensées. Je prends BT49, par exemple, c'est une erreur qui dit, ben, il me manque le type d'identifiant EDI pour identifier le client, le Customer ID Sold to Endpoint ID Type. Donc, c'est le type, comment j'identifie mon client destinataire. Alors, ça peut paraître obscur, là, à l'instant, surtout en début d'après-midi, mais tous ces champs-là, toutes ces erreurs, vous avez, euh, vous avez dans tous les cas un site qui les recense et qui sont comment dirais-je, qui est accessible à tout le monde, hein, en lien avec la norme. Et donc, c'est relativement pratique de pouvoir accéder. Et là, avoir cet écran ici, on a toutes les données, on peut rechercher sur n'importe quoi. Je cherche le sold to, par exemple. Le sold to, d'accord, c'est l'identifiant EDI de celui qui est le donneur d'ordre, d'accord, de la facture. Qui est le donneur d'ordre? Eh bien voilà, on a ici la possibilité d'accéder, on a tous les champs. Et suivant le format de l'UBL, on sait dans quelle zone UBL ça va être positionné lorsqu'on va générer le flux à destination du client final ou de la RFE pour le coup. OK? Donc l'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est de pouvoir accéder à l'exhaustivité des champs qui sont disponibles pour satisfaire aux contraintes et aux normes de la RFE, à la mettre en lien
avec un champ qui a été extrait de l'ERP et de pouvoir, ici, champ de l'API, c'est typiquement ce champ de l'API, ben, c'est le champ de notre contrat, nous, en lien avec notre connecteur. Donc, on a les fameuses deux colonnes qui sont champ Esker, champ ERP, pour nous faciliter dans la construction de l'ERP. Alors, il est possible que cette mécanique soit amendée, soit peut-être améliorée. Donc là, on est sur un premier niveau d'accompagnement dans le cas de l'assistant de paramétrage. C'est vrai que les premiers dossiers, eh bien, on les a fait avec un tournevis et une clé à molette, hein. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que cet outil-là nous fait gagner énormément de temps, hein, puisque c'est, ben, j'allais dire que l'interface est beaucoup plus sympathique que de devoir construire un fichier JSON, hein, puisque l'idée, c'est de construire ça. Bon, JSON, ça parle pas à tout le monde. Là, vraiment, c'est visuel et c'est assez pratique. Ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement se familiariser avec un certain nombre de terminologies qui sont liées à une terminologie, suivant que vous traitez l'Italie, la Belgique ou la France, ben, avec une terminologie qui sera propre ben, à ces normes EDI que l'on souhaite adresser. Donc, là, l'idée, c'est que nous, on vous accompagne, on travaille de concert avec les équipes d'Esker pour vous produire des données qui soient de plus en plus parlantes. Nous, bien évidemment, on va mettre à disposition une extraction que l'on considère cohérente par rapport à ce qui est attendu. Souvent, on nous pose la question d'ores et déjà, je reçois de mes clients des adresses électroniques. On les met où aujourd'hui? Donc la question va être où je stocke cette information. Certains ERP qui sont en avance ont déjà les champs, d'autres qui sont peut-être non pas en retrait, mais pour lesquels on ne fera pas de mise à jour. Eh bien, il va falloir peut-être créer un champ libre dans lequel on va stocker cette valeur de adresse électronique. Donc tous ces sujets-là seront évidemment, vont évoluer, mais avec ce premier niveau, enfin ce deuxième, voire ce troisième niveau d'assistance, eh bien pour le coup, je peux vous assurer que on gagne énormément de temps dans le déploiement des solutions. Si je poursuis la découverte des options de traitement en lien avec mon déploiement de ma société, on va définir ici les souches qui permettent d'indiquer à Esker les factures qui ont été traitées. D'accord, avec les premiers numéros, avec la forme via une expression régulière. Là aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers des expressions régulières, ben là, on a tout de près, hein. On met un exemple de format, on met la souche, et puis ça y est, la machine calcule l'expression régulière pour identifier un numéro de facture, pour permettre à Esker d'aller chercher les factures dans l'ERP, puisque l'idée, c'est de faire une relève régulière des factures de l'ERP. Le mode d'envoi des factures, des clients créés à la volée. On va retrouver, est-ce que j'autorise l'envoi par courrier? Ben oui, il y en a qui autorisent encore l'envoi par courrier. Est-ce que je vais envoyer les factures par email? Oui ou non? Est-ce que je souhaite regrouper les factures dans un email? Plutôt que d'envoyer 5 emails portant chacun d'entre eux une facture, ben là j'envoie un seul mail qui contiendra toutes les factures. Donc tous les soirs, en fin de journée, ben, on a une tâche planifiée qui regroupe des envois multiples pour un même client pour envoyer un seul email qui contiendrait plusieurs factures. Donc tout ça, ce sont des options, d'accord, qui sont envoyées très simples à alimenter. Est-ce que potentiellement j'envoie vers l'Italie? Bah oui, donc je peux dire ça et comme ça, je prépare Esker, d'accord, pour saisir et amender la mécanique en lien avec l'Italie. L'envoi des factures à montant nul, qu'est-ce que je fais des factures d'échantillons? Je les envoie ou non? Est-ce que je soumets les factures à envoi? Est-ce que je soumets les factures à validation en envoi? Bah, typiquement, c'est de pouvoir organiser cette phase transitoire en disant ben, je vais peut-être regarder les factures avant qu'elles ne soient validées hein, pour contrôler que moi je sois conforme, que j'ai tout bien alimenté. Dans tous les cas, une facture non conforme restera dans Esker. Si pour une facture donnée, j'ai besoin d'envoyer un, sur déposer sur Chorus Pro, si j'ai pas le code d'engagement, ben, la facture elle est bloquée dans Esker, elle ne partira pas. Je peux mettre un seuil pour limiter les envois, hein, avec pareil pour les avoirs. Très bien. L'étape suivante, quant à elle, est-ce que lorsque j'envoie la facture vers mon client destinataire, est-ce que je la convertis au format facture X? C'est-à-dire, est-ce que je convertis hein, au mois d'avril, est-ce que j'envoie une facture X aujourd'hui, dès aujourd'hui, si tant est que ma facture s'envoie par email, est-ce que le fichier PDF qui va partir vers mon client par mail sera lui au format facture X ou sera un simple PDF? C'est ce que ça veut dire. Un envoi par courrier avec une facture X, ça marche pas, donc ça, on est tranquille. Et puis, tous les formats EDI,
ben, quand à ce moment-là, ben, c'est pas utile de le faire au niveau FactureX, puisque si je dépose aujourd'hui sur une plateforme, il n'y a pas besoin de FactureX, un flux spécifique. Pour certaines destinations à l'international, on demande d'apposer une signature numérique, c'est-à-dire qu'on a besoin de signer l'email qui s'en va chez les clients. D'accord? Ça, c'est les normes et les règles de certains pays. Mais là, pour le coup, on va pouvoir définir ici, associer et positionner effectivement une signature électronique et signer les emails, d'accord, lorsqu'ils sont envoyés auprès des clients destinataires. Voilà, au terme de cet assistant de paramétrage, l'étape suivante consiste à déployer la société sur Esker pour la rendre opérationnelle immédiatement et d'ores et déjà pouvoir extraire des factures et en contrôler la conformité dès lors qu'on a coché cette notion de conformité. Alors, juste, hop, je vais me connecter effectivement sur ma plateforme de démo, vous montrer un exemple, d'accord, d'une facture que j'ai extraite qui est non conforme, en plus avec Chorus Pro, donc c'est tout à fait intéressant. Donc, au terme du déploiement, hein, on a bien compris, donc la société voilà, a été déployée sur Esker, donc maintenant elle est opérationnelle et elle apparaît dans la liste des sociétés dans Esker, évidemment. D'accord. Donc là, nous voilà donc maintenant sur la plateforme d'exploitation au quotidien des flux de factures. Donc là, on est sur l'envoi des factures, hein. Pour ceux qui connaissent la facture fournisseur, ben, on est sur le même mécanique, donc avec des compteurs et des widgets qui représentent un certain nombre d'éléments. Donc là, en l'occurrence, on aura plusieurs tableaux de bord suivant la nature ou la destination de la facture. Je vais vous parler des factures qui seraient envoyées sur Chorus Pro. Eh bien, j'ai un tableau de bord dédié pour les envois par Chorus Pro, puisque le cycle de vie est tout à fait particulier pour les factures de type Chorus Pro. Je vais avoir la même chose si demain j'envoie en Italie. Eh bien, j'ai un tableau de bord pour les factures à destination de la SDI, de la plateforme italienne SDI. D'accord? Et nous, évidemment, dès septembre 2026, si vous êtes soumis, on aura un tableau de bord, évidemment, en lien avec la RFE France, avec le fameux cycle de vie aussi, propre à nos factures françaises. Bien évidemment, on trouvera l'équivalent de l'e-invoicing avec l'e-reporting, puisque toutes les factures vont être récupérées par Esker, pour qu'Esker puisse regrouper ces factures, agréger ces factures, ces flux e-reporting pour être transmis à la DCAD, au concentrateur de l'État, pour suivre un petit peu l'activité à destination des particuliers et à l'international. Plus spécifiquement en lien avec le contrôle de conformité en avance de phase sur les factures électroniques, vous voyez, on a un tableau de bord dédié avec les non-conformités ici de nos factures, avec chaque fois une notion de non-conformité. Alors celle-ci est peut-être un peu vieille, mais en tout cas, on a toujours, d'accord, une notion de non-conformité, des contrôles de conformité qui font écho. Alors j'aimerais bien qu'on ait une erreur. Tiens, est-ce qu'on a des erreurs? Ouais. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des erreurs, des codes erreurs. Vous voyez, BR, FR6, tout ça. BT46, c'est les normes des erreurs. D'accord? BT46, si je regarde ici, mais si je l'appelle ici, BT46, d'accord? Si j'ai une erreur, ben, je sais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le code de routage qui n'est pas le bon. J'ai le code de routage de mon client destinataire qui n'est pas correctement défini. Donc, dans Esker, en avance de phase, ça provoque une erreur finalement et qui, dans tous les cas, ne sera pas tolérée dès lors que cette facture sera dans la cible de la RFE. Et donc, dans tous les cas, elle ne pourra pas partir. Donc, toutes ces erreurs, vous voyez, c'est normalisé, on les retrouve sur notre assistant pour vous aider finalement à corriger l'erreur si demain il était nécessaire de le faire. Pour toutes les factures qui vont être envoyées, d'accord, donc on revient à l'accueil ici, on a des factures avec le tableau de bord principal qui est ici, avec une validation qu'il est possible d'effectuer. Et simplement, je prends cette facture là à destination de l'assistance publique, hein, donc assistance hôpitaux de Paris. Donc vous voyez, cette facture est non conforme puisqu'il manque le numéro d'engagement. Donc j'ai oublié de le saisir dans Sage.
Je le trouve donc ici même en erreur. Donc cette facture ne sera pas acheminée vers Chorus Pro tant que l'erreur ne sera pas corrigée. Dès la norme, d'accord, la mise en œuvre de la norme, bien évidemment, on aura ce type de contrôle c'est un garde-fou pour éviter qu'une facture erronée parte auprès d'un client destinataire. Alors, quand je parlais tout à l'heure du fameux fichier SUPI, vous vous rappelez, hein, le fichier pivot, eh bien, vous l'avez là, le fichier pivot. Alors, hein, je scrolle rapidement. Ce fichier pivot, il est ici, hein, il commence avec le détail de l'envoi, avec le mode d'envoi et le système de transmission. Et on retrouve ici tous les champs, comme on retrouve ici les coordonnées d'envoi, à qui je l'envoie, ce flux, à qui j'envoie ce document, qui est le destinataire du document, avec des données d'identification récapitulatif TA, des informations juridiques, l'information EDI. Donc tous ces éléments, tous ces champs qui sont alimentés, ils sont alimentés par notre connecteur. Et il est possible effectivement via le mapping d'avoir une donnée qui va être aiguillée vers un autre de ces champs. Vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a le donneur d'ordre, il y a le payeur, il y a qui est le livré, quelles sont les informations de la facture elle-même. On va retrouver ici, évidemment, spécifiquement pour la facture à destination de Chorus Pro, ce numéro d'engagement qui n'est pas renseigné pour le coup. On va trouver le fournisseur, donc c'est celui qui émet la facture, d'accord? Le récapitulatif TVA. On a les lignes, d'accord? Les lignes de la facture avec un certain nombre d'éléments nécessaires, comme le code unité, évidemment la TVA, les éventuelles remises qui sont présentes. On a les bases de TVA. Donc tout ça, c'est le fichier SUPI, d'accord, qui est alimenté et qu'il sera nécessaire dans tous les cas d'amender éventuellement par du mapping ou de la correspondance. Voilà. Et ensuite, quand ma facture est approuvée, quand la facture est conforme, pardon, je peux l'approuver et elle va être déposée sur Chorus Pro en toute sécurité et en conformité sans rejet, sauf si les rejets proviennent d'une autre mécanique de contrôle. Voilà. Donc, si on récapitule, on a trois acteurs, hein. On a l'ERP, on a TED, on a Esker. Donc TED, via l'assistant de paramétrage, simplifie et ralentit, enfin, ou augmente les temps de déploiement, la rapidité dans le déploiement. L'assistant de paramétrage en lien avec le mapping, surtout avec cette notion de mapping, qui va être un enjeu majeur des déploiements qui nous attendent dès septembre 2026 ou certainement en avant, peut-être avant ou dans tous les cas sur l'année 2027. Alors, peut-être c'est le moment des questions, puisqu'on est dans les temps. Claire, est-ce que tu as des questions que tu as reçues? Alors moi il y en a quelques-unes. Alors, Ouais, il y en a quelques-unes, Claude. Merci pour cette présentation. J'ai une question concernant l'assistant de paramétrage. Si j'ai un client qui doit déployer plusieurs sociétés, est-ce qu'on peut répliquer, dupliquer un paramétrage d'une entité sur une autre? oui. Alors, on a vu via l'assistant que les 4 premières pages, pour le coup, devront être déclinées société par société. Donc, si vous avez 10 sociétés, ben, ces 4 premières pages seront à décliner pour les 10 sociétés, puisqu'il s'agit de l'identité de la société. Donc forcément, on va devoir passer sur ces éléments. En revanche, là où on va gagner du temps, c'est les options de traitement. Dès la page 5, ben, ces données-là vont être, pour le coup, il suffira de le faire qu'une seule fois et on pourra, à discrétion, rappeler ces options de traitement pour les 9 autres sociétés et ainsi gagner du temps. D'accord? Actuellement, on a un client qui se déploie, je crois qu'il y a 236 sociétés. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut donner de Voilà, l'autonomie à nos clients tout à fait. pour déployer leur société, leurs 190 autres sociétés, après avoir fait les premières avec eux, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Merci. Est-ce que j'ai une autre question qui fait écho à une expérience qu'on a vécue. Est-ce qu'on a des retours terrain sur le temps, le gain de temps d'un déploiement facture client avec l'assistant par rapport à un déploiement facture client sans l'assistant? Moi, ça me fait penser à à nos expériences d'il y a quelques mois sur les déploiements belges. Belge, ouais. Peut-être que tu peux nous en parler. Alors, comme je vous disais, hein, donc les premiers déploiements sur la Belgique, en plus il y avait un côté urgent il fallait être au point pour le début janvier 2026. Donc au départ, on n'avait pas l'assistant, donc c'était pour le coup artisanal et on passe beaucoup de temps et le sujet du mapping, Ouais, c'est puisque l'assistant et l'aide et l'aide, notamment ouais, l'aide en ligne là. l'aide en ligne, ça nous a fait gagner un temps fou. Ouais.
Ouais, ça nous fait. On a au début, on a dû, en fait, on pourrait chercher l'aide, l'aide de la norme là. Il y a des centaines et des centaines de, il y a des centaines si je prends ça, si je prends là, c'est la norme en fait, hein, c'est Doc People, vous voyez, 16931. Je sais pas si vous voyez, hein, donc BR01, regardez le scroll là. Tout ça, c'est la norme, c'est les schématron qui sont là. Donc, ben, pour certains, ben, on a dû les décrypter. Donc là, pour le coup, voilà, c'est pas super sympa. Bon, maintenant, avec cet outil-là, mais c'est vrai que nous, on gagne énormément de temps. Et pour le coup, aujourd'hui, quand on a l'aide, quand on a une erreur, on a vite fait de la retrouver dans l'assistant pour savoir où c'est qu'on doit intervenir directement. Et Et dans quel donc, champ? Parce que au-delà de dire de l'erreur là, on peut avoir cette erreur. Là, j'ai un écart entre local level, moi. Bon, ouais, t'es gentil, mais j'alimente quoi là avec ça? Moi, je sais pas ce que j'alimente. Donc là, BT 107, ben, je vais taper BT 107 et je vais retrouver, hein, je retrouve l'erreur. Ben, je sais, voilà, c'est ce champ-là qu'il faut que j'alimente, d'accord? C'est ce champ-là qu'il faut que j'alimente dans le fichier SUPI-DESCARE. Et moi, ça vient de discount header total amount, c'est le total de la remise, montant total des remises. Voilà, c'est fait, c'est en 10 secondes, c'est fait. Auparavant, c'était beaucoup de temps avant de comprendre d'où ça venait et ce qu'on devait alimenter. est-ce qu'il y a d'autres questions, Claude? Moi, je vois pas toutes les questions, peut-être. Alors, donc sur le gain de temps, je l'ai aussi. Euh, quelle est la frontière entre ce que l'assistant automatique et ce qui reste à la main du partenaire intégrateur? Ben, ce qui va rester au niveau de l'intégrateur, ben, ça va être au-delà de, ben, effectivement, de dérouler avec son client, de dérouler l'assistant de paramétrage, ben, ça va être tous les enjeux au sein d'Esquerre qui vont être la création des utilisateurs, quoique aujourd'hui on tend vers proposer aussi un assistant pour piloter les utilisateurs depuis TED et non plus depuis Oui, Esquerre. ça fait Donc, partie des des prochaines prochaines. évolutions. Voilà. Finalement, il reste pas grand-chose côté intégrateur, côté paramétrage Esquerre, si ce n'est refaire des listes, travailler sur les listes, sur les tableaux de bord. J'allais dire que ce sont des travaux finalement d'esthétique, hein. C'est pas des travaux de fond, puisque les travaux de fond, ils seront conçus et pilotés et organisés depuis TED. Là, c'est vraiment l'esthétique, hein, et le fond, lui, est piloté par l'assistant de paramétrage, par ces 10 pages de questionnaire en gros. Qu'est-ce qu'on a comme un prérequis? Ah ben, les Indispensable prérequis, c'est côté client. Enfin, la voilà, qualité de la data. voilà. C'est que la conformité se fait d'abord par la qualité de la data dans le RP. Donc c'est le gros enjeu de vos clients et le gros enjeu aussi de vous qui êtes intégrateur et qui devez accompagner vos clients dans cette cartographie et ce nettoyage de leurs données. Et ça, c'est fondamental. Après, vous avez vu tout à l'heure, là, dans la présentation de Claude, à un moment, il montrait les écrans qui permettent aujourd'hui de faire des contrôles. Et ça, c'est un atout qui est un atout majeur dans l'offre, puisqu'en fait, vous pouvez démarrer et mettre en production vos clients aujourd'hui. Ils auront de cette manière 6 mois, un an de rotation de leur facture pour pouvoir identifier ben, client par client, quelles sont les données manquantes et pouvoir les corriger dans le RP. C'est une autre façon de procéder en fait à Mm. la mise à jour et au nettoyage des données de l'ERP. Est-ce que nous avons d'autres clients, Non, d'autres questions, Claude? On non, est au bout? je n'ai plus de questions. On est dans les temps, donc c'est parfait. Donc sur ce, on vous remercie. Merci beaucoup Claude pour la présentation et merci à tous pour avoir participé cet après-midi avec nous. On vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et on vous dit, on donne rendez-vous très bientôt ben, pour un prochain événement. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.